Donc, mesdames, messieurs, je prends la main sur cette réflexion d'actualité et je passerai la parole pour la commenter, la challenger sur des axes. À chaque fois, nous essayons de focaliser sur des points qui nous semblent soit vraiment dans l'actualité ou fondamentalement dans le décor, qui sont d'une part le rapport aux PME dans toutes ces évolutions en cours, qui est quand même l'essentiel de notre économie et qui ne va pas de soi. Et c'est Sandrine Bourgogne de la CPME qui connaît ces sujets parfaitement depuis pas mal d'années, qui va nous faire l'éclairage du ressenti et du travail en cours dans l'univers PME français. Et nous le compléterons par une vision un peu plus prospective et stratégique à travers l'exposé de Jean-Louis Berger à partir des travaux publiés très récemment par l'ADEME en termes de modélisation, d'approche stratégique, prospective sur l'économie française et sa durabilité. Merci à tous les deux. Alors, ce que je vous propose pour aller droit au but sur cette actualité du mois passé, euh, elle est assez proche de ce qu'on a vécu parce que quand même la guerre en Ukraine change la donne géopolitique, donc les conséquences de cette situation l'emportent, hein, dominent vraiment le contexte. Mais pour autant, je dirais que les questions, au fur et à mesure que les initiatives et les évolutions se font sentir de ce conflit et du reste, on voit des points se préciser très fortement. Alors, en plus, nous avons vécu la campagne présidentielle et on ne peut pas ne pas en tirer des conséquences sur la façon dont le débat s'est structuré sur les questions de développement durable, et puis, ou pas, ou mal. Mais les choses aujourd'hui sont enclenchées dans plusieurs directions. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est l'idée suivante, c'est en fait, on voit aujourd'hui dans le contexte qui est là, on voit que quand même la transformation écologique aujourd'hui, elle est tout à fait soumise au choc de son accompagnement sous des formes qu'on aimerait et qu'on voudrait être très démocratiques. Et ça, dans le contexte de la campagne, ça a été assez net. On voit bien que la population, que le corps social aujourd'hui est plus effrayé qu'enthousiaste à tout ce qui l'attend et que la crise énergétique avec le changement de mix qui est accéléré à cause du rapport à la Russie, il provoque évidemment des secousses et des situations qui sont très angoissantes et qui sont préoccupantes, qu'il faut relier à la situation aussi macroéconomique, donc de la question des prix et donc la question du pouvoir d'achat. Derrière, l'énergie étant la principale responsable de la montée des prix. Et donc, on voit bien qu'on a là un climat qui va appeler un nouveau deal, hein, une nouvelle approche dans le rapport État-providence, dans le rapport entre les ménages et les entreprises et dans la nécessité de garder une feuille de route et d'avoir une feuille de route durable, développement durable sur la transformation, ne serait-ce que par rapport aux engagements qui sont pris au plan international européen. Voilà. Donc, cette très grande difficulté, elle est au cœur de la vie sociale et politique aujourd'hui et elle appelle évidemment une mutation dans les modes de fonctionnement qu'on ne voit pas venir. Hein. Alors, chacun y va, chaque force sociale et politique y va de ses propositions. Je signale l'appel très intéressant du secrétaire de la CFDT, secrétaire général de la CFDT, Berger, sur la méthode, la question de la méthode, pour pouvoir résoudre cette double problématique, durabilité et démocratie. Bon, c'est un sujet de fond et je pense que les entreprises ont évidemment tout leur mot à dire et on sait que pas mal d'organisations y travaillent et Madame Bourgogne parlera notamment de la façon dont les PME
qui sont reliés au territoire vivent ça. Euh, du point de vue macro, toujours, je pense, enfin, moi je retiens, si vous voulez, l'initiative fondamentale de l'Union européenne aujourd'hui sur la régulation du digital, qui, avec le Digital Services Act que M. Breton a pris, et qui dit quoi? En fait, il dit maintenant, l'Europe, nous ne voulons plus attendre la régulation qui ne se fait pas ou qui ne se fera pas sur le plan international, un, et deux, elle servira de référence et on avance. Et en fait, elle dit en creux quand même, et ça c'est le message que je vous passe aux acteurs de la RSE, c'est, écoutez, vous n'avez pas fait le job, acteur de ce secteur, vous n'avez pas fait de la régulation déontologique, en dehors de ce qui était pas forcément dans le champ de compétences des entreprises, mais fondamentalement non. Et donc, on voit bien que là, aujourd'hui, les États prennent la main, et c'est vrai, quasiment sur tous les dossiers aujourd'hui. Donc, le basculement d'une RSE de bonne volonté qui existait dans la décennie passée pour corriger les défaillances du marché, comme on dit, aujourd'hui, elle est totalement à la remorque d'une régulation qui aujourd'hui a pris la main, et ceci change complètement la donne dans le rapport des entreprises à la durabilité. On pourra y revenir, mais je pense que sur cet aspect-là, la leçon est claire. Donc, l'European Bank l'autorité demande, c'est un signal très, très, très important sur cette question, demande aux banques maintenant d'aller beaucoup plus loin. Et de ce fait, et donc il faudra qu'elle le fasse, sinon on reviendra au chapitre ce que vous ne ferez pas, l'État le fera, d'améliorer leurs règles ESG. Et vous avez pu voir, donc, je ne reviens pas, on l'a déjà abordé sur la façon dont on regarde de la démocratie et surtout du respect de l'état de droit. Les entreprises se sont mis au clair par rapport à leurs actifs et leur situation en Russie. Une des décisions attendues était celle de la Société Générale qui a pris la décision de le faire. Voilà. Alors, on est dans une situation qui n'est pas évidente non plus du point de vue des impacts aujourd'hui, que l'on découvre sur beaucoup de sujets, et Jean-Louis Berger en parlera tout à l'heure. Je note quand même, je rappelle quand même que les Nations Unies, là-dessus, ne cesse de tirer la sonnette, et la statistique publiée sur 300 à 500 catastrophes en moyenne chaque année liées au dérèglement climatique, c'est quand même préoccupant. Alors, pour autant, hors de ce climat macroéconomique, géopolitique qui est en train de tirer tout le reste, je dirais qu'il faut retenir quand même un peu un point, c'est le fait que le fait qu'il y a quand même des initiatives, pardon, je reviens à mon fichier, il y a quand même des initiatives qui sont prises. Alors, je voudrais revenir sur les initiatives. J'ai voilà, un petit problème avec mon fichier. Hein. Voilà, nous y sommes. Pardonnez-moi de cette recherche. Et donc, je voudrais revenir à quelques décisions structurantes qui se sont passées dans le dernier mois et que je voudrais rappeler à votre attention sans m'étendre dessus. Mais elles sont fortes. Je les ai sélectionnées de ce fait-là. La Chine qui, dans son rapport à l'OIT, toujours un peu difficile, a rejoint la Convention sur le travail forcé. L'ESMA, donc l'autorité de marché européenne financière, qui veut aller vers des European Green Bonds et vers une régulation de ces outils de finance durable. La taxonomie sociale par laquelle travaille la Commission, a bien avancé et a publié déjà des propositions. C'est extrêmement important, d'autant que la Commission a lancé un chantier pour dire le Green Deal, c'est bien du point de vue de l'innovation, mais il faut que ça suive sur le champ social. C'est un message fondamental. Donc, on a aussi un débat très fort sur aujourd'hui le CERN Climate dans les assemblées générales, vous le savez. Alors, je passe, je ne rentre pas dans le débat autour de Total qui sert
de focalisation à cette question, qui a repris des résolutions que des asset managers leur avaient proposées, et puis on a refusé d'autres, et on renvoie du coup à l'AMF le soin d'arbitrer. Est-ce que c'est à l'Assemblée générale, est-ce que c'est au conseil d'administration d'accepter un certain nombre de résolutions sur ces questions-là? Là, il y a une bataille à la fois juridique et de fond qui est très importante, qui est à suivre. Je note aussi quelques initiatives qui est très bien, le monde universitaire qui bouge pas mal aujourd'hui, qui a créé chez à Dauphine un conseil environnemental multipartie prenante qui va faire école, c'est le cas de le dire. Alors, de l'autre côté, quelques initiatives aussi fortes, comme ça, largement. Donc, la plus importante, je vous la signale, mais vous la connaissez bien sûr, et vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, c'est la publication, alors je commencerai personnellement par l'EFRAG, donc de son projet qui est mis en consultation, et puis par l'ISSB, côté, on va dire, américain, aussi, d'un projet. Et là, donc, ça veut dire que le chantier de standardisation progresse bien, progresse à sa vitesse et aux acteurs aujourd'hui d'entrer dedans. Donc là, c'est un gros travail pour vous tous d'aller dans le détail de ceci et de ne pas passer surtout à côté de cette consultation. Euh, Vous serez sensible aussi au rapport qu'a fait la NASA qui dit que le Moyen-Orient va devenir, ils ont publié un heat index et à cause de phénomènes particuliers qu'on appelle wet bubble, va être invivable dans la moitié du siècle. Donc, ceci conforte aujourd'hui pas mal de prédictions qui sont inquiétantes. Je termine sur une information quand même forte, c'est celle de tribunal Cour d'appel de Paris qui a définitivement qui a réglé la question de l'affaire Wendel sur la question, en gros, de l'optimisation fiscale, on va le dire, et qui donc considère qu'aujourd'hui, l'optimisation fiscale, ça ne fait pas partie des comportements acceptables des entreprises. Donc là, la messe est dite sur ce sujet et c'est un point très important. Voilà. Alors, je vais poursuivre maintenant sur quand même des éléments qui sont, je dirais, un peu positifs aussi, c'est-à-dire il y a à la fois des acteurs, je dirais, qui freinent, des acteurs qui avancent, et c'est intéressant toujours de repérer ceci. Bon, le débat sur les hauts salaires, on va pas revenir dessus, il est là, c'est un point qui pose problème. On n'a pas réglé cette question, il y a une incompréhension entre les acteurs sur ceci. Initiative quand même pas très élégante de la part de la FEP qui a été dire à l'ISSB américaine, je parlais tout à l'heure des projets mis en consultation, que c'était plus simple, donc c'était mieux que ce que fait l'Europe. Bon, ça en étonne. Vous avez aussi quand même une déclaration du président de la BPI, Nicolas Dufour, qui dit que faut pas dire aux entreprises qu'elles pourront y arriver comme ça et que ça sera simple d'atteindre la neutralité carbone. Et il a jeté vraiment un grand froid sur la question. On sait que la BPI est très engagée sur cette affaire, mais on aimerait qu'il ne nous décourage pas. Ce qui est intéressant à noter aussi, quand même, c'est que BNP et Société Générale ont annoncé qu'ils participaient à l'OPA de Twitter. Alors là, à un moment où on tire la sonnette pour dire que l'ensemble de nos ressources financières, tout le sujet de l'agenda finance durable, doivent servir à l'utilité de transformation positive, on peut s'étonner de ceci. Et je rappelle cette étude qui est appuyée par un cabinet important qui dit que simplement 13%, ce qui est rien des directions juridiques aujourd'hui, intègrent la RSE comme élément de leur positif de leur action. Vous noterez quand même aujourd'hui, donc l'UNICEM qui relance un peu le débat sur la façon dont les labels et dont l'État peut aider, et je laisserai Sandrine Bourgogne développer ce point tout à l'heure, peut aider les secteurs à aller de l'avant, surtout lorsqu'ils sont mobilisés, ce qui est le cas. C'est intéressant également donc de voir que sur l'affaire Rana Plaza, maintenant il y a une mobilisation quand même du secteur textile qui est assez nette et il est probable que cette question, depuis l'accident, donc une dizaine d'années, et jusqu'aux accords passés à leur application, à leur renouvellement, va servir quand même de chantier assez exemplaire sur
une capacité à remonter un problème et à le traiter collectivement d'une façon un peu positive. Voilà. Et je note que la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme s'intéresse aujourd'hui aux conséquences de l'IA. Donc, il se passe des choses, il se passe des choses importantes. Aussi, tout n'est pas aujourd'hui que inquiétant. Alors, d'autant qu'on est à une période, donc une période charnière, qui est une période en réalité totalement politique du sujet. Le concept de sobriété qui aujourd'hui semble à peu près rallier un peu tout le monde sur le nouveau mode de croissance. Je vais revenir sur les 50 ans du rapport Meadows, mais il est là, il a été repris dans la campagne électorale, les acteurs s'en emparent, simplement, il va falloir le définir. Il va falloir dire ce que ça veut dire et comment le dire. Peut-être M. Berger nous éclairera là-dessus sur ce que veut dire une croissance ou une sobriété. Sur, il y a aussi sur la planification écologique, qui est un concept que le Shift a réussi à installer dans le débat. Il pose maintenant au niveau gouvernemental, au niveau des instances politiques françaises, européennes et autres, des problèmes très intéressants. C'est quels arbitrages, qui fait ces planifications, comment les acteurs sont entraînés à l'intérieur, comment on compense et autres. Voilà un sujet éminemment politique important. Le localisme agricole qui fait son chemin, qui s'impose aujourd'hui, notamment à la veille de la nouvelle PAC, il pose quand même aussi pas mal de sujets. Donc, vous voyez qu'on a des concepts avec celui, je dirais, je l'ajoute, la proposition qui a été faite de pousser les aides publiques, notamment l'AFD, au regard simplement des entreprises qui s'engagent, c'est la question des territoires, c'est la question de la durabilité et qui vient dépasser un peu le concept un peu volontaire qui est vraiment derrière nous aujourd'hui de la RSE au profit de ce que Bruxelles appelle ce smart mix, ce dialogue public-privé qui semble maintenant être la clé, le levier de tous ces progrès. Donc, c'est d'autant plus important de rappeler ces points politiques fondamentaux à un moment où on est aux 50 ans du rapport Meadows et dans Le Monde a publié très intéressante interview de Dennis Meadows, auteur, ils étaient trois, de ceci, qui quand même considère qu'on est loin d'avoir tiré toutes les conséquences de la remise en cause de son fameux halte à la croissance et est très critique à l'égard des entreprises aujourd'hui. Bon, je vous signale donc dans les livres qui sont sortis ou les prises de position intellectuelles, quand même, il y en aurait beaucoup à donner, il y en a toujours pas mal. Le livre d'Antoine Fouché qui est très particulièrement intéressant avec un regard qui lui est propre sur le social, revient à l'échange tout à l'heure sur la méthodologie de changement. Le livre de Léandris sur la finance verte qui est important, qui fait le point à un moment où celle-ci se sophistique et vraiment avance. Et le livre aussi, j'en avais parlé d'Éric Le Boucher, donc Prévenir la barbarie, qui rejoint aussi des messages qu'il fait passer dans ces éditos des Échos, et où c'est intéressant parce qu'en tant qu'économiste un peu assez libéral, Éric Le Boucher dit non, la RSE, elle a son intérêt, mais il faut vraiment qu'elle aille de l'avant, il faut vraiment qu'elle aille beaucoup plus loin. Je notais du reste au News, qui est une publication du capitalisme suisse, de tous les fonds suisses qui disent aujourd'hui il faut aligner l'ESG sur la démocratie. C'est intéressant à noter. Voilà quelques signaux. Voilà. Donc, partant dans le respect de l'horaire auquel on s'est fixé, partant de ces éléments d'actualité, par certains à la surface, d'autres très sérieux, très profonds, comme les moments que nous vivons y insistent. Donc, je voudrais maintenant faire réagir et proposer à nos deux experts, comme d'habitude, de challenger un peu mon regard et de le focaliser aussi sur les sujets qu'ils connaissent et à leur contribution à cette actualité. Donc, je vais passer la parole en premier, peut-être d'abord à Sandrine Bourgogne, qui, au nom de la Confédération des petites et moyennes entreprises en France, a un suivi très précis du vécu d'abord des PME, de leur
préoccupations, mais aussi du rapport entre l'économie française et l'industrie, sur la façon dont elle ressent un peu ces tournants, ces débats, ces frottements qui sont en train de se faire, dans un contexte effectivement plein d'incertitudes et plein d'interrogations profondes. Sandrine, je vous passe la parole et je vous remercie d'être là. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Patrick, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe de la Confédération, et je suis heureuse d'être ici avec vous pour partager non seulement peut-être la vision que porte la CPME sur cette question importante de la RSE et des PME, des petites et moyennes entreprises, et puis d'échanger, de vous dire comment effectivement les PME aujourd'hui ressentent ce mouvement, l'actualité très, très forte qui est celle d'aujourd'hui sur ces sujets-là et qui nous occupe beaucoup à la CPME. Ceux qui connaissent la CPME savent que nous portons ce sujet, RSE et PME, depuis longtemps, depuis le Grenelle de l'environnement, et que pour nous, clairement, la RSE est un sujet PME à part entière. Et l'actualité qu'on va évoquer aujourd'hui est particulièrement éloquente de ce point de vue. On va bien sûr y revenir ensemble. Alors, peut-être en quelques mots pour redire ce qu'est la CPME. La CPME est l'une des 3 organisations patronales interprofessionnelles françaises, avec le MEDEF et l'UDP. Nous représentons 100% des PME, des TPE patrimoniales. Aujourd'hui, la CPME représente 243 000 TPE, PME françaises qui emploient 4 millions de salariés. Alors, ces PME que nous représentons, elles évoluent dans tous les secteurs d'activité que nous connaissons, le commerce, l'artisanat, l'industrie, les services. Nous avons également dans nos rangs des professions libérales et le secteur de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. En termes d'employeurs, nous sommes la première organisation patronale aujourd'hui. Alors, je le disais, la CPME, depuis le Grenelle, a largement porté les sujets de RSE. Et depuis 2008, donc notre credo, il n'a pas changé, il n'a pas varié. Et pourquoi? C'est vraiment d'ouvrir la RSE aux PME ou les PME à la RSE. Mais en tout cas, nous avons, dès ce moment-là, porté des messages très clairs. Je vais y revenir. Alors, depuis et en 2017, on a pris d'ailleurs une initiative assez forte puisque la CPME a été à l'initiative d'une délibération paritaire RSE qui a été signée par tous les syndicats de salariés pour justement favoriser l'entrée de la RSE dans les entreprises de moins de 500 salariés. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait, à l'époque, et c'est toujours bien sûr d'actualité, mettre à disposition des branches professionnelles un cadre de négociation à titre expérimental pour intégrer davantage la RSE dans leurs accords. Donc ça, c'est un point important et ça illustre vraiment notre volonté très proactive de faire en sorte que les PME soient pleinement associées à ces démarches de RSE. Nous, on est persuadés que la RSE est vraiment un gage de performance pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, mais pour les petites entreprises que nous représentons, malgré tout, l'accompagnement est nécessaire. Certes, ce n'est pas un sujet réservé aux grands groupes, mais pour les PME, on a une vision que je voudrais vous expliquer, qui est maintenant bien connue, mais je vais en dire un mot. Dans nos entreprises à nous, évidemment, c'est un cliché de le dire, mais je le redis, c'est chose que l'on sait, la conviction dans nos petites entreprises du chef d'entreprise, sa détermination à engager des démarches est évidemment essentielle, mais la sensibilisation, la mobilisation des salariés, elle est déterminante. Autre point qui est, je pense, assez spécifique, Patrick en a dit un mot aux PME, c'est la dimension territoriale. C'est l'implantation des PME dans leur territoire, c'est l'action qu'elles mènent auprès des collectivités, auprès des associations, voilà, auprès de tous les circuits
avec lesquels elles travaillent, de cet écosystème qui est le leur. Et ça, c'est important, cette notion est importante, elle est incontournable. Et encore une fois, je crois que c'est un aspect assez spécifique pour les tailles d'entreprise que nous représentons. Alors, peut-être en quelques mots, vous redire notre vision de la RSE pour les PME. Alors, peut-être là, Patrick, peut-être un petit point de divergence. Nous parlons quand même de RSE volontaire pour les moins de 250, pardon. Mais en Oui, France, vous le c'est un savez, débat, c'est un débat. très Non, important. mais nous, on est pleinement convaincus, mais quand même, il y a un besoin Alors, d'accompagner. Et encore une fois, je le redis, 99% des entreprises en France sont des PME. Dans moins sur de ce 250. point, Sandrine, pardon, mais sur ce point, je vous laisse commenter justement la nouvelle ligne de la Commission européenne sur les Bien textes sûr, je vais qui vous le vous dire, entraîne à faire bien plus sûr, que du volontaire. Pardon. clairement. Mais je dois le redire, 98% des entreprises en France ont moins de 250 salariés. Dans ces 98%, 98, 99 ont moins de 20 salariés. Ce sont des entreprises patrimoniales, familiales. Je le redis, elles sont souvent des toutes petites, font des choses très, très ambitieuses en matière de RSE. Mais je dois le dire qu'il faut, encore une fois, avoir cet esprit de massification et j'y reviendrai. Donc, pour nous, quand même, ce caractère volontaire est important. Autre point important, j'y reviendrai, c'est la dimension incitative de la RSE qui, pour nous, doit être valorisée, reconnue par les donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés. La robustesse de la RSE, bien sûr. Pour nous, pas d'auto-évaluation, pas d'auto-diagnostic. Nous voulons une RSE robuste, documentée, de qualité, donc attestée par une tierce partie et sectorielle, enfin en tout cas avec une dimension sectorielle importante. Alors, je voudrais quand même revenir sur deux points que j'ai soulignés ici. Le caractère incitatif. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise qui développent des démarches exemplaires, des démarches de RSE, nous disent quand même être vraiment confrontés à une absence totale de valorisation de leur démarche, de leur action, par le marché, par les grands groupes privés, par le marché aussi public. Il y a une absence encore importante de reconnaissance et c'est un sujet encore ancien, mais qui reste vraiment d'actualité et qui nécessite aujourd'hui vraiment des réponses concrètes et urgentes. Les PME répondent à des questionnaires souvent qui sont envoyés par des grands donneurs d'ordre. Elles documentent quand elles le peuvent leur démarche RSE. On le sait aujourd'hui que les clauses RSE sont de plus en plus importantes. Elles sont incontournables dans les marchés. Mais aujourd'hui encore, et c'est des choses qu'on entend encore et depuis des années, elles se font retoquer, ces PME, sur une dimension qui est la dimension du prix. Et là, on se dit où est passée la RSE Oui. On ne sait pas. Mais finalement, on constate que la mieux-disance que nous, on pousse tous, hein, je veux dire, on est tous convaincus là-dessus, il n'y a pas de sujet, mais elle est balayée d'un revers de main par la moins-disance qui prévaut toujours. C'est un sujet qu'il faut aujourd'hui vraiment, enfin, on le sait, c'est à nouveau des constats qu'on rappelle, mais il faut vraiment s'en emparer et nous, on essaie de le faire. L'accompagnement de la chaîne de valeur, encore une fois, est un enjeu pour le donneur d'ordre. Il doit, au-delà de ces questionnaires, au-delà de ces éléments dont il a besoin, évidemment, il faut aller plus loin. Et pour nous, vraiment, la pérennité d'une PME, la viabilité des PME reste un enjeu majeur pour les grands groupes, bien sûr pour les PME, mais pour les grands groupes, nous y reviendrons. Alors, j'ai dit aussi qu'il y avait une forte dimension dans notre vision de la RSE, une forte dimension sectorielle. Pourquoi? Parce que les PME se reconnaissent dans leur secteur d'activité, elles se reconnaissent dans leur métier, dans les spécificités techniques souvent de leur métier. Donc, c'est pour ça que nous, on pousse une RSE sectorielle, car aussi une part importante des fédérations professionnelles aujourd'hui travaillent ou ont des référentiels sectoriels RSE avec des indicateurs sectoriels qui va permettre vraiment à la RSE de se retrouver dans ces référentiels et dans ces démarches. Si le secteur y va, si la fédération y va, les professionnels suivront. Et la massification de la RSE, qui est un sujet pour nous dans les PME, mais c'est un enjeu majeur, je pense, pour l'ensemble de nos entreprises, hein, de notre pays, parce que, encore une fois, 99% des entreprises en France sont des PME. Donc, la massification, pour nous, elle passe par là. Alors, on peut en discuter, mais pour nous, vraiment, c'est un point important. Oui. Et puis, je l'ai dit, cette RSE, elle renvoie des indicateurs sectoriels qui parlent au métier.
il peut y avoir évidemment des troncs communs, c'est évident, mais encore une fois, dans les sujets qu'on va évoquer là, la dimension sectorielle, et je crois que le message commence à vraiment passer, elle est importante quand vous êtes, on l'a dit, on a parlé du secteur des carrières et des matériaux, eh bien, cette dimension, elle est importante sur la biodiversité, par exemple. Quand vous êtes un imprimeur, il peut y avoir des éléments différents. Quand vous êtes une agence de communication, eh bien, il y a des éléments qui sont là aussi des indicateurs, des repères qui peuvent être différents. Alors, au Grenelle, nous avions évidemment été de ceux qui avaient milité pour pousser l'élaboration de ces référentiels, basés vraiment sur l'ISO 26000. Aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de secteurs qui ont ces référentiels très pointus, très ambitieux, qui sont vraiment suivis par leurs entreprises. Et puis, on avait poussé cette idée de valorisation auprès des donneurs d'ordre. Encore une fois, je le redis. D'ailleurs, c'est le sujet de l'article 53 pour ceux qui connaissent la loi Grenelle 1. On n'y revient pas, mais on avait largement contribué avec d'autres à faire adopter ce point. Alors, je parlais de ces référentiels. Il y a un cas très concret qu'on peut aujourd'hui avancer. C'est le cas de l'UNICEM. Vous l'avez dit, Patrick, tout à l'heure, j'y reviens. C'est la fédération qui représente les entreprises du secteur des carrières et des matériaux qui, depuis des années, travaillent sur des chartes RSE, etc. Et aujourd'hui, ils ont poussé vraiment un label ambitieux, un référentiel ambitieux. Et depuis 2 ans, 1 an, ce label, ce référentiel est clairement reconnu par des grands acteurs comme SNCF Réseau. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette reconnaissance? Ça veut dire que depuis octobre 2021, SNCF Réseau intègre dans ses marchés une clause d'évaluation des performances RSE de ses fournisseurs, et que l'évaluation qui est réalisée dans le cadre de ce label UNICEM répond parfaitement à cette obligation. Et du coup, les entreprises fournissant des matériaux à SNCF Réseau, du ballast, du béton, et qui sont évalués dans le cadre, encore une fois, de ce label UNICEM, peuvent se prévaloir de cette évaluation sans avoir besoin de passer par un autre mode d'évaluation. Et ça, c'est un point très important. Je pense que c'est quelque chose qui est cranté aujourd'hui. C'est un exemple remarquable que nous, on pousse, qu'on soutient. Il y a encore beaucoup à faire, on va le dire, mais là, c'est vraiment intéressant et je souhaitais faire un focus là-dessus. Alors, la question de l'intérêt à agir, des avantages qui pourraient être associés aux entreprises qui s'engagent dans ces démarches reste encore d'actualité, tout comme, je l'ai dit, cette question de la reconnaissance par les pouvoirs publics qui doivent aller jusque-là, jusqu'à considérer que les entreprises labellisées, reconnues comme respectant, répondant aux exigences de label sectoriel, soient peut-être dispensées de répondre aux questionnaires des donneurs d'ordre sur l'aspect RSE. Ça va assez loin, mais on souhaite vraiment pousser ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, et dans ce contexte, on voit qu'il y a une actualité très forte qui nous vient de Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est un peu une petite révolution qui nous impacte. Je ne vais pas être trop longue. Non, vous pouvez terminer sur ce point, puisqu'il veut étendre aux entreprises de moins de 250 tout ce qui est fait. Alors pour les 50 000. Effectivement, Bruxelles fait évoluer la réglementation sur le reporting extra-financier de durabilité, sur la taxonomie, sur le devoir de vigilance. Alors, nous, on partage évidemment pleinement l'ambition de la Commission d'améliorer la transparence, la fiabilité des données, leur comparabilité, il n'y a pas de sujet. Et on entend les attentes des consommateurs, des investissements en matière de durabilité. Mais il faut bien réaliser quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, les PME et les secteurs sont loin d'être prêts, parfois sont très loin de ces sujets. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a un contexte international, économique, la crise en Ukraine, etc., qui les impacte très, très fortement et les fragilise. Et donc, voilà, on est dans un contexte particulier. Alors, sur le papier, ces PME ne sont pas directement touchées aujourd'hui. Mais malgré tout, dans les faits, toute la chaîne de valeur sera impactée et les PME devront elles aussi se conformer à certaines de ces dispositions, sous peine d'être évincées des marchés, peut-être être privées de financement. Donc aujourd'hui, on est évidemment très attentif, je ne veux pas dire préoccupé, mais quand même
par cette actualité sur le rapport de reporting de durabilité, par exemple. Nous, Oui, on a vu à peu près tous les acteurs au niveau national, au niveau bruxellois, pour dire attention aux effets de seuil. Vous l'avez dit, Patrick, oui, pour les entreprises qui sont proches de ce seuil de 250, parce qu'on passe d'un seuil de 500 à 250. Donc, attention aux effets de seuil qui ne seront pas neutres. Pour les PME cotées qui vont être concernées par le reporting, quid des difficultés pour obtenir des financements si elles ne pouvaient pas répondre, remplir ces fameux standards dont mm, on mm, nous mm, parle aujourd'hui. Et si elles ne parvenaient pas à remplir ces informations, qu'est-ce qui se passe pour elles? Ce point est vraiment primordial. Pour les autres PME, on identifie clairement un effet de ruissellement. Elles vont devoir faire face à des augmentations de demandes d'informations de durabilité de la part des banques, des investisseurs ou des oui, grandes entreprises qu'elles fournissent. Là, c'est l'effet cascade et l'effet chaîne de valeur que mm, j'évoquais. mm, Je pourrais parler des standards, je pourrais parler aussi de l'égalité de traitement des entreprises européennes, des autres entreprises oui, hors Europe, etc. Je pourrais parler aussi des PME, des secteurs dits à haut risque. Voilà. oui. Donc tout ça est très impactant et ce langage de vérité, beaucoup le partagent, mais on sait aussi, et vous l'avez dit, que c'est le sens de l'histoire et qu'on ne peut pas aller voilà, contre. Mais encore une fois, et c'est là, nous, on fait un vrai appel aux décideurs publics, aux grandes entreprises, etc. Il faut accompagner le mouvement, il faut accompagner les PME. Et nous, on a fait des propositions très concrètes. Je n'y reviens pas, on pourra en parler Oui. sur les standards, sur les indicateurs, etc. Sur le devoir de vigilance qui arrive, on a les mêmes inquiétudes et les mêmes besoins de sensibilisation, de pédagogie, d'accompagnement. La prise de conscience aujourd'hui, et je terminerai par là, pour nous, elle est encore faible, que ce soit du côté du législateur national, européen, mais aussi peut-être même des entreprises. Et ça, c'est un sujet. Les grandes entreprises doivent vraiment s'y pencher. La relation entre les donneurs d'ordre et la fournisseur est centrale si on veut réussir sur cette voie de la RSE et sur cette dimension telle qu'elle se dessine aujourd'hui. Oui. Les grandes entreprises, elles devront appréhender ces sujets euh, en lien avec les PME. Nous, on leur dit, la façon dont vous traitez les PME, dont vous leur parlez, c'est aussi de la RSE. C'est aussi une manière pour vous de montrer comment vous mettez en pratique la RSE. C'est quelque part aussi la manière dont le donneur d'ordre va traiter le fournisseur qui est un indicateur RSE. Donc, voilà un petit peu très Merci. rapidement exprimer nos points, nos vigilances et nos besoins et notre main un peu tendue aussi aux uns et aux autres. Oui, Voilà. mais merci beaucoup Sandrine d'avoir récapitulé à la fois le positionnement sur les principes et sur le débat stratégique actuel. Moi, je pense, et vous le posez très clairement, et on ne va pas en rester là sûrement parce que l'économie européenne des PME ne le permettra pas sur ce paradigme ancien qui consistait à dire c'est aux grands groupes de faire, de tirer la machine. Bon, et puis, elles alignent dans leur relation d'achat, elles ont qu'à aligner leurs fournisseurs et tout se passera. Et on est parti finalement, on fonctionne encore là-dessus. Or, on peut dire, j'évoquais tout à l'heure l'échec de l'autorégulation sur beaucoup de sujets, que là-dessus, c'est un échec. C'est un échec. C'est-à-dire que les grands groupes font la double peine, comme vous l'avez dit. À la fois, elles disent aux PME, soyez RSE, et elles leur tirent les prix. Donc, on peut se poser la question profondément stratégique dans le modèle de durabilité européen, de savoir s'il ne faut pas un cadre spécifique PME qui s'articule avec les donneurs d'ordre, mais qui va permettre d'avoir une économie, un tissu fondamental qui, lui, aura quand même des garanties, des capacités à peser, des contreparties. Je pense que la réflexion est à mettre Partage. sur est à mettre sur la table Je aujourd'hui. partage et on en pourra en parler dans C'est l'échange, mais je partage.
c'est ce qui, voilà, c'est ce qui fait que je dirais que l'édifice gigantesque que Bruxelles est en train de reprendre en main sur toute l'architecture de responsabilité, il faut qu'il rentre dans ce débat. Merci de l'avoir ouvert et de nous en avoir parlé, Sandrine. Et peut-être maintenant remettre aussi de ce contexte dans une vision à la prospective et stratégique que l'ADEME a beaucoup travaillé ces derniers temps, qui a publié et fait des rencontres importantes. Donc, on a demandé à Jean-Louis Berger, qui était à la direction prospective de l'ADEME, de bien vouloir nous en parler. Donc, Jean-Louis, je vous remercie. Dans le même laps de temps, si vous pouvez nous synthétiser dans cette actualité vos scénarios, votre façon de voir un peu les enjeux post-présidentiels aujourd'hui du rapport économie française et durabilité. Bien, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, merci. Oui. Pour vous faire une présentation. Voilà, je pense que tout le monde voit. Oui, moi je Voilà. le vois. Donc, Vous pouvez le normalement, mettre en ça... plein écran, Oui, Jean-Louis. oui, oui. Voilà, Voilà, là, ça doit aller. voilà. Très bien. Donc, effectivement, on a fait un exercice de prospective qu'on a intitulé Transition 2050, choisir maintenant ou agir pour le climat. Alors, les objectifs, en fait, c'était d'illustrer de façon pédagogique des chemins possibles, donc à long terme, hein, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, dans l'objectif principal de mettre sur la table des éléments factuels dans le cadre de la campagne présidentielle. On n'y est pas totalement arrivé. Et malheureusement, on n'a pas été les seuls, puisqu'on a assez peu parlé. Mais d'une façon générale, pour éclairer un petit peu les décisions incontournables à court et moyen terme à tous les niveaux, pas seulement au niveau de la présidence de la République, mais au niveau de tous les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, évidemment. Voilà. Alors, on a choisi 4 scénarios sur la base des grands archétypes définis par le GIEC dans son rapport de 2018, et ce sont des scénarios de neutralité carbone à l'horizon 2050 en France, sur la France métropolitaine, et de la neutralité carbone territoriale. Il n'y a pas l'empreinte, c'est en cours de travail, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas les impacts, notamment GES, de nos importations. C'est en cours, on devrait sortir ça au mois de juin. Donc, on aura un impact global. Oui. On n'est que sur en empreinte. Voilà, c'est énergie, climat, évidemment, mais on a élargi par rapport aux 2 autres scénarios que l'on avait fait dans les années précédentes, autour des ressources, des pollutions, les impacts macroéconomiques, je vais en parler. Et puis, effectivement, par exemple, on a travaillé sur les déchets qu'on n'avait pas fait, sur la pollution de l'air, sur les sols, etc. Et l'idée, c'est d'avoir des scénarios qui sont contrastés, encore une fois, à destination pédagogique. Alors, les 4 scénarios, vous les avez là sous forme de mots-clés, il y en a 7 chacun. Et on va vous passer une petite vidéo de 4 minutes qui va vous faire une présentation un petit peu plus large. Et après, je passerai plus sur les conséquences. Alors, j'espère que ça va marcher. Léo, arrêtez voilà, si vous voulez bien passer la vidéo, ça marche, j'espère. Espérons. Là, je croise Voilà. les doigts. Cross fingers. Léo, vous nous entendez? Vous y allez? J'y vais. Cinéma. Voilà. Cinéma. Est-ce que vous pouvez bien voir mon écran? Oui. Oui, nous on le voit. Vous pouvez Et lancer. maintenant, est-ce que vous entendez bien le son? Alors, pour l'instant, moi je vous dis non. Non plus. En fait, en partageant votre écran, il faut partager aussi Le son. le son. Quand vous D'accord. faites partage d'écran, Oui, là-bas, il y a une petite case au en début. bas à gauche qui propose. Non, ça c'est. Non, c'est quand vous faites le partage d'écran, mais peut-être que vous ne l'avez pas.
Bon, sur le Et risque non, je ne qu'on pense veut pas que faire je du… l'ai. Je vous propose de la partager telle quelle puisqu'elle est sous-titrée. Oui, Est-ce que Oui, ça elle vous est va? sous-titrée de toute façon. donc on va la partager comme ça, quitte à ce que vous la commentiez, Jean-Louis, Oui, puisqu'on vous entend. oui, Allez-y, oui. pour ne pas Mm. perdre de temps. Voilà. Non, non, mais de toute façon, c'est une présentation Illustré, générale, oui. Oui. voilà, Et vous pouvez la illustrée, commenter. voilà, Voilà. avec l'idée qu'on doit décider effectivement maintenant. On explique Oui, un petit peu ce qu'est la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équivalence entre ce qu'on émet et ce que l'on peut capter, c'est ça. Concept. soit de façon naturelle. Alors nous, on a regardé que les sols et les forêts, on n'a pas intégré les océans, qui sont des puits naturels, mais D'accord. aussi des puits artificiels. Voilà, donc ça c'est la présentation générale de notre exercice avec chacun des 4 grands scénarios que l'on a indiqués. Donc le premier qui s'appelle génération frugale, voilà, Mhm. et donc C'est qui ça pose la les bases. sobriété? C'est la Alors, sobriété, ça? j'y reviendrai sur la D'accord, sobriété, merci. mais là, on a à la fois de la contrainte, de la sobriété, c'est-à-dire du comportement, et puis de la technologie, évidemment, même si c'est un scénario low-tech. La haute tech, d'accord. Voilà, donc on a une partie contrainte dans ce scénario qui est relativement importante. Dans le deuxième scénario, c'est un petit peu le premier, mais avec moins de contraintes. Et on incite plus on essaie de persuader les gens de modifier leur mode de vie, de consommation, Exactement. à la fois de biens et de services, D'accord. et toujours de l'efficacité technique, hein, voilà, avec un scénario de réindustrialisation que Mhm. l'on n'a pas dans les autres. Ensuite, on change carrément. Le 3, c'est, on va dire, un petit peu le Là, on est sur tendanciel. l'offre, avant, on était sur la demande, hein. Oui, Voilà, exactement. Donc, oui, un peu le tendanciel, sauf que dans le tendanciel, aujourd'hui, on n'arrive pas à la neutralité. Là, on y arrive parce qu'on décarbone. Et il y a un élément fort, j'y reviendrai, c'est un scénario dit haussmannien sur le bâtiment, puisqu'on déconstruit beaucoup pour reconstruire, alors que les 2 premiers, on est plutôt sur de la rénovation énergétique. Et le dernier, c'est Paris réparateur. Donc, on s'appuie sur la technologie à tout va, y compris l'intelligence artificielle partout. Et le pari, en fait, vient notamment du fait qu'on compte sur une technologie qui n'est pas mature aujourd'hui de captage de CO2, les DAX. Donc, en fait, c'est des espèces de gros aspirateurs à air. On garde le CO2 et puis vous y croyez? C'est une je piste. vais, je vais y revenir. D'accord, Euh, voilà. Alors, il y a 5 grandes problématiques plutôt sociétales. Donc, sur la sobriété pour nous, c'est une modification volontaire de son comportement, d'accord. mais ça peut avoir évidemment une définition beaucoup plus large. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Plus macro, plus politique, hein. Voilà, en fait, dans sobriété, ça peut être une diminution, hein, Ce que propose RTE, c'est vous n'aurez pas un pic, vous ne pourrez pas consommer en pic, hein, une situation de… Hein, on est voilà, d'accord? mais il y en a qui considèrent qu'effectivement, la sobriété, c'est moins consommer, donc l'efficacité technique fait partie de la sobriété. La réglementation fait partie de la sobriété. Là, nous, très clairement, on a des travaux divers et variés sur la sobriété, et pour nous, on est vraiment sur un aspect très volontaire. D'accord. Évidemment, la pression sur les ressources varie. En gros, de S1 à S4, on augmente la pression sur les ressources, notamment, parce qu'on a parlé de l'UNICEM sur les matériaux de construction ou plus largement sur les métaux. Et donc, vous retrouvez tous les documents sur le site transition2050.adem.fr, dont la vidéo, puisque j'ai vu dans le chat qu'il y avait une demande, Oui, et vous oui. pouvez retrouver la vidéo dessus. Voilà. Donc ça, c'était le principe de la vidéo. Je vais repasser sur mon diaporama. Je ne vais pas Oui, revenir sur les 4 scénarios. évidemment sur les 4 scénarios. Je vais plus intégrer les conséquences. Donc Mm. ici, vous avez sous forme de graphique la façon dont on atteint la neutralité carbone. Donc en orange, ce sont les émissions, en vert ou gris, ce sont les puits. Donc vous voyez où on était en 2015, on était loin de la neutralité carbone, puisqu'en gros, on captait à peu près 10% de nos émissions.
Et là, on arrive à la neutralité carbone. Ce qu'il faut remarquer, c'est que dans les deux premiers, on y arrive par les puits naturels. Donc, encore une fois, les sols et les forêts. Il n'y a pas les océans, tout simplement parce qu'on ne les avait pas dans nos modèles. Par contre, dans le 3 et surtout dans le 4, on a des technologies, dont la technologie des DAX que j'expliquais tout à l'heure dans le scénario 4. Ce sont des technologies qui aujourd'hui, il y a 2 pilotes de recherche dans le monde. Et nous, on a fait le pari que dans ce scénario, on mettait suffisamment d'énergie intellectuelle, d'argent de recherche, de développement pour faire en sorte qu'elles soient matures techniquement et économiquement suffisamment tôt pour pouvoir les développer, notamment dans la dernière décennie. Ce que n'a pas voulu faire RTE, par exemple. Vous la définissez, cette technologie, en un mot, s'il vous plaît? C'est ce que je disais, ce sont des gros aspirateurs. On aspire l'air ambiant, on garde le CO2 par mais réparti sur un le élément territoire. chimique. Et ensuite, ce CO2, il faut le stocker, c'est le problème. Hein. Oui. Il faut le stocker quelque part parce que c'est plusieurs millions de tonnes de CO2. Donc, on peut le stocker en mer du Nord ou on pourrait le stocker sur notre territoire, par exemple, dans les anciens gisements de gaz naturel près de Pau à Lac. Voilà. Et on ne sait pas le craquer aujourd'hui. Non, on peut l'utiliser, mais on en capte trop pour pouvoir l'utiliser dans l'industrie. Typiquement, dans le scénario 2, on a un peu de captage de CO2 au travers des cheminées essentiellement de cimenterie. Et là, on peut l'utiliser effectivement en industrie parce qu'on en récupère relativement peu. Dans les deux autres, on en récupère trop pour pouvoir avoir une utilisation industrielle. Et si je caricature un peu les scénarios, dans les deux premiers, on est plutôt sur un pari qui est sociétal, puisque c'est une modification très forte des modes de consommation de biens et de services. Typiquement, dans le premier scénario, on consomme 2 fois moins d'énergie qu'aujourd'hui, alors que dans le quatrième, on consomme à peu près 30%, 25% d'énergie en moins par rapport à aujourd'hui. Voilà. Et le 3 et le 4, c'est plutôt des paris technologiques, même s'il y a aussi des paris techno dans le 1 et le 2 et des paris sociologiques dans le 3 et le 4. Alors, quelques conséquences pour avancer. Donc ici, on a regardé des indicateurs macroéconomiques au travers d'un outil que l'on a, une base qui s'appelle SRIMI. On l'utilise depuis 13 ans maintenant, 13-14 ans. Et on a regardé notamment l'évolution du PIB. Ce qu'on voit, c'est que au final, l'évolution des PIB n'est pas si différente que ça. Il y a évidemment le scénario 1 qui se détache des autres, puisqu'on a au bout du compte un PIB qui évolue moins favorablement, avec une partie même négative dans les 10 premières années, puisqu'on a beaucoup de travaux de rénovation énergétique sans avoir forcément le retour. Mais même si les différences ne sont pas complètement négligeables, hein, on est à peu près à 10 points, 10-12 points. En réalité, ce n'est pas un indicateur. Enfin, voilà, ça montre deux choses. D'abord que le PIB, mais ce n'est pas une surprise, n'est pas forcément un indicateur extrêmement différenciant. Et que, en fait, même en diminuant fortement la consommation de biens et de services, on n'est pas dans un scénario décroissant. Et on a regardé également le reste à vivre après le paiement des factures d'énergie et de transport ou le nombre d'emplois. Et de la même façon, ce n'est absolument pas discriminant. Donc, la sobriété ne signifie pas la décroissance économique au sens où on l'entend. Voilà, on n'a pas fini d'en parler de ça. Voilà. Autre point, je vais faire quelques points puisque vous m'aviez demandé de parler un peu des entreprises. Donc, par exemple, sur le secteur de la construction, vous voyez ici en bleu, c'est le nombre de logements neufs par an en moyenne sur la période 2015-2050. Donc, vous voyez qu'en 2019, on était à peu près à 360 000 logements neufs dans l'année. Et vous voyez que dans le scénario 1, en moyenne, on divise par 3. Donc 111 000. Et si on regarde le nombre de logements neufs dans la dernière décennie, vous voyez qu'on est à 2000 logements. Donc on a une diminution de plus de 100 fois par rapport à 2019. C'est évidemment pas sans conséquence sur l'ensemble du secteur de la construction. Et le secteur de la construction, il commence à l'extraction, puisqu'on a parlé du NICEM. Ça commence à l'extraction des matériaux. Ça continue par l'industrie qui fabrique du ciment, des tuiles, des briques, etc. Bien sûr, les entreprises de construction. Tout ce qu'il y a autour, typiquement, ça devient quoi? Les constructeurs de maisons individuelles dans les scénarios 1 et 2.
chose qu'on a regardé d'ailleurs avec les professionnels du bâtiment. Enfin, voilà. Et même, vous voyez que dans le scénario 3 dit haussmannien, puisqu'il y a beaucoup de déconstruction, c'est ici en gris, et beaucoup de construction, on n'atteint pas le niveau de 2019. Et il faut savoir que de toute façon, aujourd'hui, la moitié à peu près du chiffre d'affaires de la profession du bâtiment, c'est de la rénovation, pas que énergétique, mais c'est de la rénovation. Autre secteur impacté, c'est l'industrie. Ici, vous avez l'évolution de la production industrielle, alors des 9 plus grandes industries consommatrices d'énergie, en volume. On ne parle pas en valeur, mais en volume. Et donc, dans le scénario 1, vous voyez qu'on a on diminue de 40%, enfin de 38% la production. Ça, évidemment, la diminution est moins forte au fur et à mesure qu'on va sur S4. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sur S2, comme on a de la réindustrialisation, c'est-à-dire qu'on remet au niveau national de la production qui était externalisée dans d'autres pays, alors que la demande est réduite de 37%, on a une production industrielle en volume qui est réduite de 26%. Mais en fait, c'est une production qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus réparable. On a des biens qui restent beaucoup plus longtemps, puis bien sûr qui sont réutilisables et évidemment recyclables. Donc, on a des biens qui restent beaucoup plus longtemps dans la technologie. Autre secteur, c'est sur l'agriculture. On voyait ici en bleu l'évolution de la consommation de viande, donc par gramme, jour et par habitant. Et donc, dans le S1, on consomme 30% de viande en moins, essentiellement de la viande rouge, la viande bovine et du porc. Et puis, au fur et à mesure que l'on monte, on arrive presque à la consommation d'aujourd'hui. Autre point que je voudrais… Donc, c'est une vraie transformation du secteur agricole déjà, hein, notamment partie élevage. Et puis, je voudrais insister aussi sur ici en gris, vous avez les émissions de GES de l'agriculture, sachant que les émissions de GES de l'agriculture, c'est essentiellement le méthane par les bovins et puis le protoxyde d'azote par l'usage d'azote minéral. Et donc, on a une très forte diminution sur le S1. Pourquoi ? Parce qu'on a moins d'élevage, donc moins de méthane, et parce qu'ici, on a 70% d'agriculture bio et 30% d'agriculture avec moins d'intrants chimiques. Donc, on a une réduction très forte des intrants. Et dans le 2, un petit peu moins, on est à 50% de bio et à 50% d'agriculture. Jean-Louis, on va aller vers la conclusion. Oui, j'ai l'œil, ne vous inquiétez pas, j'ai l'œil sur le truc. Vous nous dites ce qu'il faut retenir de ces scénarios. Oui. Et voilà. Mais c'est important parce que c'est des transformations très fortes des secteurs et du travail. Voilà. Et donc, il y a les 5 problématiques qu'on a vues. Je ne vais pas tous les détailler. Non. Donc, la sobriété, effectivement, c'est un vrai sujet, mais tout le monde n'a pas la même définition. Et la sobriété, ce n'est pas le retour à la bougie. Hein. C'est une autre façon de consommer, c'est une autre façon de produire, c'est une autre relation aux biens. Voilà. C'est moins de biens, mais plus de liens. Et puis l'autre, c'est sur le régime alimentaire. J'en ai un petit peu parlé. Il faut savoir qu'en France, le régime alimentaire, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on ne veut absolument pas travailler là-dessus, ça veut dire qu'on reporte tous les efforts sur les autres secteurs. Voilà. Et puis, toutes les évolutions des métiers, on n'a parlé que du bâtiment et de l'industrie, et des personnes qui travaillent dans ces… Donc, il y a une nécessité d'accompagnement très fort de ces secteurs. Et juste pour… je ne vais pas détailler, mais j'ai repris le dernier rapport du GIEC qui est sorti là, début avril, et vous allez retrouver finalement les éléments qu'on a, nous, fait ressortir sur la sobriété, sur les puits naturels, sur le bâtiment, sur l'industrie et sur l'alimentation. Vous pourrez les regarder plus attentivement. Et vous retrouvez tous les documents sur notre site. Voilà. La synthèse et le résumé exécutif sont également disponibles en anglais. La vidéo va être traduite en anglais. Et il ne reste plus que la partie qualité de l'air, empreinte et matière. Et j'ai oublié de mettre sur le numérique. Donc, ils vont sortir d'ici la fin du mois de juin.
Mais on va aller vers on va vous poser des questions, on va aller vers Oui. le dialogue et je vous remercie d'avoir été aussi synthétique sur un travail aussi considérable. Simplement, Jean-Louis, ce qui est intéressant dans le travail de l'ADEME, c'est qu'en fait, si on en fait une lecture politique aujourd'hui, qui n'est pas que française, largement, on va avoir une partie de nos sociétés qui va se focaliser sur la réduction, la mutation de l'offre, pour ne pas trop peser sur la transformation de la demande, et une autre, celle qui est plus écologique, qui va être sur la mutation de la demande et donc sur effectivement la mutation de nos sociétés, ce qui n'appelle pas les mêmes mécanismes politiques. Et donc là, on voit bien qu'on est là dans le débat des 10-20 ans qui viennent, très, très fondamental, à condition que les économistes derrière nous aident à nous donner des warnings, un tableau de bord sur si on fait ça, ça marche pas. Il faudra qu'on accompagne ceci. Mais c'est intéressant dans votre travail, c'est ça, c'est que c'est la possibilité de se Oui. doter d'un tableau de bord de la transformation. Oui, alors c'est pas, sans intervenir trop Oui, longtemps, mais c'est pas aussi binaire que ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une transformation des deux. Typiquement, dans l'économie circulaire, l'économie, c'est un rapport entre le producteur et le consommateur. Et donc, oui, il peut y avoir, et il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui font des choses dans leur production, hein. L'économie de la fonctionnalité, c'est quelque chose qui se développe. Des produits plus durables, plus réparables. Il y a un indice de réparabilité depuis un petit peu plus oui, d'un an, ça oui. existe. Et il y a des demandes de consommateurs qui évoluent également. Donc, Des ce n'est mix, pas oui, forcément aussi binaire que ça, et très ça bien. doit de toute façon se retrouver ensemble. Sinon, il y a un problème. Et si on oppose les deux, ce n'est pas possible. De toute Voilà. façon, production et consommation sont liées. Donc, il faut qu'elles évoluent ensemble. Voilà, il n'y a pas d'opposition. Non, non, merci de le rappeler, et c'est tout à fait essentiel. Arnaud, je te laisse récupérer les premières questions pour demander à nos deux experts leurs réactions, leurs commentaires, voire Oui, sur d'autres sujets. Je t'en très bien. prie, Merci vas-y. Patrick et merci à vous deux pour vos exposés qui ont suscité à tour de rôle beaucoup de questions. Alors, je vais respecter la chronologie de vos interventions et commencer par poser les questions et relayer les questions posées à Sandrine. Je les ai regroupées, donc je vais vous poser deux séquences de questions pour essayer de les traiter le plus rapidement possible. Alors, un premier jeu de questions, ce sont des réactions à votre intervention pour demander des précisions un peu plus opérationnelles. Alors, vous avez évoqué les enjeux d'effet de seuil sur la taille des entreprises par rapport à la réglementation, et notamment le fait de baisser le seuil de 500 à 250. Est-ce que vous pouvez approfondir ce point et préciser quelles conséquences concrètes ça pourrait avoir et en quoi ça va avoir des effets? Deuxième question, c'est que vous avez insisté lourdement sur le rôle des donneurs d'ordre et dans la relation avec les PME. Quelqu'un évoque le fait que certains ne sont pas face à des donneurs d'ordre, mais face à des centrales d'achat dans le retail. Et est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça a une conséquence particulière? Et enfin, dernière question pratique, vous avez évoqué l'importance d'avoir une approche sectorielle pour la mise en place d'une démarche RSE. Est-ce qu'il convient de distinguer les PME qui sont dans un modèle B2B versus du B2C? Merci pour ces questions. Je ne sais pas si je saurais répondre à toutes, mais je vais tenter. Sur la question des effets de seuil, j'évoquais notamment les travaux actuels sur le reporting de durabilité, sur la Oui, fameuse directive CSRD. CSRD. Voilà. Vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, et c'est encore le cas Ouais. aujourd'hui, l'obligation de faire ce reporting porte sur les entreprises de plus de 500 salariés. La proposition de directive qui va être Ouais. la vraie directive très vite, je crois qu'on est dans un trilogue qui se Oui, termine qui se au niveau termine à 30 européen. juin, avant le 30 juin. Oui, même le 19 mai, je crois que déjà les choses seront très calées. Mm. C'est de faire baisser ce seuil de 500 salariés à un seuil de 250 salariés. C'est-à-dire que les entreprises de plus de 250 salariés, 250 et plus, ce sont plus les PME, considérées comme les PME. Donc les PME, c'est en dessous, seront assujettis, hormis les PME cotées qui seront possiblement moins de 250 assujettis. Oui. Ce que je voulais dire par là, c'est que pour les entreprises qui se situent proches de ce seuil de 250, même quand vous êtes une entreprise allez, de 300 salariés,
eh bien, l'effet de seuil, c'est-à-dire comment elles vont remplir quand même ces obligations. Ce n'est pas parce que vous franchissez ce seuil que tout va bien. Vous avez des problèmes de moyens humains, vous avez des problèmes parfois financiers pour répondre à ces obligations. Et donc, concrètement, nous, les entreprises nous disent, même celles qui ont plus de 250, hein, qui sont près même de 300, je n'ai pas chez moi de référent RSE. On nous parle des directeurs RSE, mais il n'y en a pas. Ils n'ont pas de directeur achat, ils ont pas. Voilà, le chef d'entreprise, il fait un peu tout, même parfois dans ces grosses PME. Et donc, ils nous disent, bah, qu'est-ce qu'on va faire très concrètement? Eh bien, on va devoir se rapprocher de notre CAC, de notre expert comptable. On va déplacer le problème à l'extérieur de la PME. Voilà, ce n'est pas satisfaisant, ça va nous coûter de l'argent. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu évoquer à travers ce sujet-là. Et donc, voilà, encore une fois, on a très peur que ces obligations, ces effets-là, eh bien, encore une fois, évincent un certain nombre d'entreprises, les privent de marché ou les privent tout simplement de financement. Voilà, j'espère avoir répondu sur ce point. Sur la relation donneur d'ordre sous-traitant, oui, j'ai insisté parce qu'on est beaucoup dans ce sujet-là, nous, c'est-à-dire de la relation entre la grande entreprise et ses fournisseurs. Et encore une fois, nous, on a des exemples très précis, très documentés, et les entreprises n'ont pas forcément envie d'en parler de façon très publique, mais encore une fois, on sélectionne, on évince, on se prémunit d'un certain nombre de risques ou d'obligations que nous avons, nous, donneurs d'ordre, ça, c'est sur les questions de RSE, et puis on les reporte sur nos petites entreprises, on leur fait remplir un questionnaire, on le sait, et par ailleurs, on leur met un peu l'épée dans les reins sur le sujet de prix. Alors, moi, je n'ai pas d'exemple à ce stade et de remontée vis-à-vis des centrales d'achat. Je ne sais pas si d'autres en ont. À ce stade, je n'ai pas d'éléments particuliers à vous soumettre là-dessus. Mais ce que vous dites débouche sur une réflexion qui n'est pas traitée à ce stade ni par les FRAG ni par la Commission, c'est que si on ne fait pas de la relation d'accompagnement et positive du donneur d'ordre auprès de sa chaîne de valeur PME un élément structurant de l'appréciation, de l'évaluation, là, on va rentrer dans une formule qui va nuire au tissu PME. Et ça, je pense que c'est un vrai grand débat en discussion sur lequel il faudra aller jusqu'au bout si on veut vraiment faire le travail. Et pour aller un peu plus loin sur ce sujet-là, parce que j'ai vu une question tout à l'heure sur les questions d'indicateurs de reporting, notamment toujours sur ce sujet de CSRD. Effectivement, on a fait des propositions, certains évoquaient les propositions de la CPME. Alors, je ne peux pas les détailler toutes, c'est vraiment un travail qu'on est en train de faire, mais pour vous en dire plus quand même sur ces fameux standards de reporting qui nous inquiètent, qui sont des standards qui seront appliqués aux entreprises assujetties, aux plus grandes, on va dire. Malgré tout, nous, on demande pour les PME cotées et pour celles qui ne sont pas assujetties, mais qui souhaiteraient vraiment s'engager, des standards qui ne soient pas les déclinaisons des standards des grands groupes. Alors, évidemment, on va nous dire, bah oui, mais est-ce que les grands groupes vont les reconnaître, etc. Il y a un gros sujet. Nous, on dit en tout cas qu'il faut des indicateurs qui parlent à la PME, qui soient limités, qui soient cohérents avec les attentes de la chaîne de valeur et des institutions financières, parce que c'est beaucoup elles derrière. Et nous, on a fait un travail sur ces indicateurs, sur l'ensemble des piliers, la gouvernance, le social, l'environnemental, en sélectionnant des indicateurs qui vont répondre à des critères de qualité assez précis sur la pertinence de l'indicateur, sur est-ce que c'est fidèle à la réalité de la PME, la réalité de ce que ça veut dire, RSE dans une PME. Est-ce que ce sont des indicateurs qui vont être remplis de façon fiable? Est-ce que c'est fiable? Et est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est comparable? Donc, on a fait ce type de travail. Je ne peux pas vous livrer aujourd'hui, mais bon, c'est des choses sur lesquelles on travaille avec les FRAG notamment. On y contribue avec des organisations européennes et on travaille voilà, pour essayer quand même d'engager ces PME. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas s'extraire de ça, ce n'est pas possible. Non, il faudra le traiter. Merci Sandrine.
Alors, merci. Arnaud, J'aurais vas-y. maintenant 3 questions qui, je pense, peuvent être destinées à Regroupé. tous les deux, selon vos prismes d'intervention respectifs, qui s'inscrivent plutôt dans une réflexion politique et qui fait relativement écho à la campagne présidentielle qui vient de se terminer. La première, c'est une remarque de dire, sans le monde politique, on ne pourra pas assurer la transition. Donc, comment convaincre la sphère politique vis-à-vis de ces enjeux, premièrement? Deuxièmement, est-ce qu'il y a un enjeu de financement de la transition? Est-ce que ce financement doit être aussi relayé par les pouvoirs publics? Et troisièmement, est-ce que vos 2 prises de parole ne mettent pas en exergue la question du Made in France et sous-entendu l'enjeu de relocalisation de l'industrie? Alors, Jean-Louis, peut-être vous nous donnez votre avis. Oui. Alors, comment convaincre les politiques je ne sais pas, il y a plein de façons de faire. D'abord, il y a des évolutions de société qui existent. Il y a également le vote, hein, le bulletin de vote qui existe et qui est là. Après, je pense que la décision politique, souvent, je ne veux pas dire que c'est une décision individuelle, mais à un moment donné, il y a une conviction et on la met en place. Voilà. Et il faut à un moment donné s'apercevoir qu'on va dans le mur. De toute façon, tout le monde le dit, ça c'est montré dans la présentation de Patrick tout à l'heure. Il faisait référence au document des Nations Unies. Et Oui. donc, il faut. Voilà. Après, c'est très compliqué de changer tout ça, mais il faut à un moment donné qu'il y ait du courage politique. Voilà. Sur le financement des pouvoirs publics, oui, bien sûr. Je parlais d'accompagnement et cet accompagnement, il est divers et varié de la part des pouvoirs publics et notamment de financement. Mais je parlais d'évolution de métier, ça peut être aussi de l'accompagnement des pouvoirs publics à des parcours de formation, à voilà, de nouvelles activités, à faciliter effectivement des transitions de métiers qui sont compliquées. Hein. Si pas de dire, ah bah, finalement, ceux qui fabriquaient des voitures, ils vont fabriquer des vélos. C'est pas aussi simple que ça, évidemment, la réalité. Et donc, ça nécessite une compréhension et un accompagnement un peu en dentelle parce que on peut pas faire de, comment dire, on peut avoir des décisions à viser large, mais après, l'accompagnement, il va être plus personnel. Et puis, sur la relocalisation, oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait une question sur une personne qui ne comprenait pas pourquoi le PIB du S1 augmentait finalement. En fait, sans rentrer dans le détail de l'outil, que je ne connais pas d'ailleurs, mais globalement, dans le 1 et le 2, on importe beaucoup moins de biens et il y a une partie de ces importations qui est remplacée par de la production au niveau local. Donc, l'argent qui partait à l'étranger pour ces achats de biens intermédiaires, ils sont réintroduits au niveau national. Voilà, Oui. ça fait partie de l'équilibre. Et c'est pas le scénario 1 n'est pas un scénario où on fait de l'autarcie, ça n'existe pas. Hein. Par contre, effectivement, on a des consommations beaucoup plus locales. Il y avait une question sur l'agriculture. On est sur une agriculture, une polyagriculture plutôt qu'une agriculture spécialisée. Mais il y a évidemment des mouvements de transport en interne au niveau national et avec l'extérieur, mais beaucoup moins que dans le scénario 4 qui est très ouvert. D'accord. On va aller, Arnaud, je te laisse aller vers les questions de conclusion. Peut-être que Sandrine voulait Vous pouvez les aborder ces mêmes compléter, Sandrine? questions. Très rapidement, sur la partie conviction, oui, les chefs d'entreprise sont convaincus. Les chefs d'entreprise disent aux politiques, nous, on fait partie aussi de la solution. Donc, nous, les PME, on fait partie, on apporte, on est innovante, on fait partie de la solution. Et nous, ce qu'on dit aussi aux politiques, c'est faites, comme vous parlez de sur-mesure, souvent les textes, les lois sont faits pour les entreprises. Mais il n'y a pas un modèle unique d'entreprise en France. Et nous, on bute beaucoup sur parfois le réalisme des politiques publiques, leur adaptation aux petites entreprises, à des objectifs qui ne sont pas atteignables, etc. Voilà, principe de réalité, etc. C'est ce qu'on essaie de développer pour faire avancer nos sujets. Sur le financement, très important la formation, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Berger. On partage totalement. Nous, on a été très favorablement, on a pris très favorablement le plan de relance, par exemple, sur le financement, tout ce qui a été développé notamment par l'ADEME,
plan de relance, tremplin PME, etc. J'y reviens pas, mais c'est des plans, des programmes de financement, d'accompagnement financier très adaptés aux petites et moyennes entreprises, forfaitaires, très pratico-pratiques sur l'achat de véhicules, sur la rénovation de bâtiments, d'entrepôts, etc. Enfin, c'était très, très concret, ça en pousse là-dessus à mort. Et sur la relocalisation, bah oui, évidemment, c'est un enjeu important. La dimension territoriale, c'est moins un sujet toutes petites entreprises parce qu'elles sont dans leur écosystème, elles sont très implantées, mais évidemment, c'est un sujet majeur. Ouais, Voilà. ouais. Très vite. Merci, c'est intéressant. Arnaud, tu vas vers les Oui, questions de peut-être une conclusion? dernière question parce que Oui. j'adresserai plutôt à Jean-Louis par rapport à l'exercice prospectif que vous nous avez présenté. Je rebondis sur une question qui est posée, c'était celle de la crédibilité du scénario 4, sachant qu'on est devant une communauté de personnes qui nous suivent, qui sont quand même plutôt engagées et désireux d'aller, je pense, beaucoup plus sur les scénarios 1 ou 2. Mais au-delà de la crédibilité de ce scénario très technophile, question qu'on peut se poser, c'est quels seront finalement les leviers qui vont arbitrer entre les scénarios qu'on empruntera? Le premier levier, enfin, je vais essayer de simplifier ma réponse qui mériterait plus de temps, mais le premier levier, c'est est-ce qu'on décide de modifier la trajectoire du monde finalement et de l'économie du monde. Voilà, on parle de transformation, passer d'une économie qui est largement basée sur la vente d'unités, de biens, le plus possible. On renouvelle les gammes, on fait des publicités, on va inciter les gens à changer leur téléviseur à chaque Coupe du Monde de foot ou de rugby, à une société où on passe plutôt à du service, où on va essayer de consommer au plus près des besoins. Et quand je dis ça, il ne faut pas oublier qu'il y a 15-20% de la population en France qui n'accède pas à ces besoins de base, qui, elle, doit consommer plus, pas forcément à des très hauts niveaux, mais consommer plus pour s'alimenter, se loger, etc. Et ça veut dire que les 80% qui restent, elles diminuent. Voilà, fabriquer des biens qui sont réparables, donc on va en vendre moins, qui sont réutilisables, passer à de l'économie de la fonctionnalité. Il y a des entreprises qui le font, hein, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, ce n'est pas que des grands groupes. Hein. Moi, je cite souvent une PME de 250 salariés dans la Loire qui fabrique du matériel de sciage, hein, donc on n'est pas sur voilà. Et elle, petit à petit, elle propose à ses clients qui sont des scieurs, non pas de leur vendre des bandes de sillage, mais de leur louer, etc. Et conclusion, ces bandes de sillage tiennent 20% plus longtemps parce que c'est évidemment dans ce schéma-là qu'elle va pouvoir s'y retrouver d'un point de vue économique. Donc voilà, c'est le seul truc, c'est est-ce qu'on est prêt à changer avec toutes les difficultés? On le voit aujourd'hui, effectivement, avec la crise que vous avez citée, le prix de l'énergie, où il faut absolument baisser le prix de l'essence, alors qu'on sait tous qu'un prix d'énergie élevé, ça favorise les comportements plus vertueux. Exact. Voilà. On aurait pu faire ça dans les années 70, au moment du premier choc pétrolier, parce qu'il y avait une économie florissante. Aujourd'hui, c'est plus compliqué et malheureusement, on n'a plus trop le temps d'attendre. Merci de ces rappels fondamentaux et je pense qu'on a ouvert aujourd'hui sur des sujets grâce à vos interventions qui viennent bien nourrir cette actualité très, très bousculante, hein, voire traumatisante sur pas mal de sujets qui appellent des réactions de notre part. Et moi, je voudrais simplement terminer en vous remerciant tous sur le fait que la question de la méthode n'est pas suffisamment traitée avant d'aller directement à la loi ou à l'injonction. Comment faut-il prendre ce sujet? Sommes-nous à un niveau de maturité pour le comprendre bien? Et la formule des scénarios est très, très bonne parce qu'elle ne nous met pas devant une impossibilité de choix, mais devant une prise de responsabilité qui est délibérée. Et je pense que l'investissement est à faire autour de la méthode, tant pour les entreprises que pour les acteurs publics et les organisations. Merci vraiment beaucoup à vous tous. Et nous nous retrouvons le prochain webinaire d'actualité et le 17 juin. Je vous l'indique, on l'a voulu le faire un peu avant l'arrivée de l'été. On vous souhaite d'ici là, les uns les autres,
beaucoup d'application et de courage, et en vous remerciant d'avoir ensemble ces échanges qui, je pense, sont toujours très, très utiles, très nourris. Merci à vous. À très bientôt.